Bonjour, ici Aurélien. Dans cette nouvelle chronique, je vais aborder un sujet qui peut diviser notre audience, mais que l'actualité impose. Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a lancé une opération d'invasion à grande échelle de l'Ukraine, son voisin, le deuxième plus grand pays d'Europe, indépendant depuis 1991. Beaucoup en France, autour de Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan ou François Asselineau, ou encore dans le camp de la gauche radicale, particulièrement autour de Jean-Luc Mélenchon, pensaient que cette guerre n'aurait pas lieu. Cela a été clairement une erreur que les concernés doivent reconnaître. Mais surtout, cette agression commise par la Fédération de Russie et son président Vladimir Poutine devrait, selon les adversaires de toujours du président russe, être le chant du cygne des supposés poutinolâtres français. Plus généralement, cette guerre devrait clore définitivement le débat sur le danger que représenterait la Russie et la nécessité pour les États européens de s'unir, via l'Union européenne et l'OTAN, pour s'opposer à cette menace. En bref, depuis le 24 février, nul ne peut défendre Poutine et nul ne pourrait voir la Russie en tant qu'État, je ne parle pas ici du peuple russe, autrement que comme dangereux. Par extension, la position des anti-Union européenne et anti-OTAN en France risque de devenir inaudible pour un certain temps. Dans cette chronique, je vous explique pourquoi, aussi condamnable que soit en droit l'intervention russe en Ukraine, il y aura toujours un courant politique ou géopolitique pro-russe en France. Mais avant tout développement, posons les faits. Dans ce conflit, l'Ukraine est clairement l'agressée et la Russie l'agresseur. Du point de vue du droit international, rien ne peut valider la position russe. L'Ukraine est un État souverain internationalement reconnu, avec des frontières qui, pour beaucoup de pays, incluent légalement la Crimée et le Donbass. La Russie n'était pas directement attaquée. Quant à la question des frappes ukrainiennes contre des territoires séparatistes du Donbass, des attaques qui ont bel et bien causé la mort de civils, par milliers probablement, la Russie aurait pu y répondre en demandant à l'ONU une résolution l'autorisant à intervenir localement pour dissuader les assauts ukrainiens. La Russie a choisi d'intervenir hors du droit, à une échelle ainsi qu'avec des objectifs probables que l'ONU n'aurait jamais validés. Je rappelle que je parle ici du droit. Les contre-arguments sur la menace que l'OTAN ferait peser à terme sur la Russie ou sur la présence de nazis en Ukraine qui justifierait l'action de la Russie sont des arguments qui ne ressortent pas de la question juridique. Et pour rester dans le domaine du droit, on peut dire que, dès le premier jour du conflit, il y a une conséquence absolument irréfutable au sein du débat politique français. Jusqu'au 23 février 2022, on pouvait entendre le discours selon lequel, face à l'impérialisme américain bafouant le droit international en Irak, en Libye ou ailleurs, la Russie se serait illustrée comme la défenseur d'un ordre international respectueux du droit. Cette thèse était populaire dans une partie du camp souverainiste, par exemple chez François Asselineau, qui fonde souvent son argumentaire sur le légalisme. Cette thèse était cependant déjà contestable depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et la reconnaissance unilatérale des indépendances de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud par la Russie en 2008. Des reconnaissances qui n'ont aucune validité en droit international. Et là encore, les arguments du type « les Criméens voulaient être russes » ou « les Occidentaux ont fait la même chose en reconnaissant l'indépendance du Kosovo » sont des arguments politiques et non juridiques. Justifier un méfait par un autre est le sophisme du « deux faux font un vrai ». Si tu voles et que je vole, on ne peut pas dire que tout va bien, mais qu'il y a deux voleurs. De toute façon, le discours sur la Russie légaliste est définitivement mort le 24 février dernier. Ensuite, un argument des défenseurs de la position russe est la menace que l'OTAN représenterait pour la Russie. C'est un sujet vaste et auquel on ne peut pas répondre en une fois. Oui, dans l'absolu, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN rapidement, la Russie aurait l'Alliance Atlantique à ses frontières, s'enfonçant jusqu'au fleuve Don et pas très loin de la Caspienne. Oui, dans l'absolu, un scénario à la yougoslave pourrait se mettre en place. L'OTAN pourrait soutenir des séparatismes en Russie pour reproduire le scénario du démantèlement de la Yougoslavie qui avait beaucoup frappé l'opinion publique russe dans les années 90. Il est aussi possible que la Russie craigne une situation tellement défavorable militairement ou économiquement qu'elle serait contrainte à signer un nouveau traité de Brest-Litovsk. Je fais ici référence à ce traité de mars 1918 où la Russie bolchevique, au fond du gouffre sur le front ouest face aux empires centraux, dut reconnaître la perte de nombreux territoires de l'Empire russe. Parmi ces territoires se trouvait l'Ukraine, que les bolcheviks ont cependant reprise durant la guerre civile russe suivante, et ce grâce à la défaite allemande en novembre 1918. Mais tout cela ne change rien au fait qu'à court terme, il n'y avait pas jusqu'à la semaine dernière de menace immédiate pour la Russie, quand bien même l'Ukraine serait entrée dans l'OTAN au cours de 2022. Justifier l'action russe au titre de la guerre préventive ramène donc la Russie au niveau des USA, envahissant l'Irak en 2003 au nom de la suppression des armes de destruction massive. Je passe sur le prétexte de la dénazification de l'Ukraine. Si les mouvements néo-nazis
dont le bataillon ou régiment Azov, existe bien au sein du mouvement nationaliste ukrainien, si une célébration du nationaliste Stepan Bandera, qui fut un collaborateur des nazis par antisoviétisme pendant la Seconde Guerre mondiale, ou une célébration de la division SS Galicie existe bel et bien en Ukraine, il est très largement exagéré de penser que l'État ukrainien actuel ou son armée serait entièrement inspiré par l'idéologie néo-nazie. Pour comprendre la véritable motivation de Poutine, il suffisait d'écouter son discours du 21 février dernier, qui converge avec d'autres déclarations du président russe. Comme beaucoup de nationalistes russes, qui sont souvent plus radicaux que lui, Poutine n'accepte pas le découpage des frontières qui a résulté du démantèlement de l'URSS, considérant que la Biélorussie ou l'Ukraine n'auraient pas dû exister en tant qu'État indépendant, ou du moins pas dans leurs frontières internationalement reconnues actuellement. Il pense que ces territoires, en particulier l'Est, le Sud, voire le centre de l'Ukraine, ont été enlevés à la Russie par un mélange de hasard, d'opportunisme et de trahison envers la puissance russe au cours de l'année 1991. Les nationalistes russes en blâment le Parti communiste d'Union soviétique, qui avait découpé les frontières internes à l'URSS, et les oligarques tels que Boris Eltsine ou l'Ukrainien Leonid Kravchuk, qui avait proclamé ainsi l'indépendance de la Russie et de l'Ukraine en 1991. En France, la Fondation politique, proche des Républicains, a traduit un texte qui avait été brièvement publié, peut-être par erreur, par l'agence russe RIA Novosti le 26 février, et qui résumait la vision russe des événements. Le premier but russe est de réunifier la Russie historique en corrigeant l'injustice de 1991. Mais le texte parle aussi d'un nouvel ordre géopolitique mondial, dans lequel l'Occident serait confronté à une limite indélogeable, l'influence occidentale en Europe ne pouvant aller à l'est de la Roumanie ou de la Finlande. La Russie retourne ses échanges économiques vers l'Orient, et Moscou, Beijing, New Delhi et probablement Islamabad au Pakistan et Téhéran formeraient les nouveaux pôles d'une mondialisation séparée centrée sur l'Asie. En dehors de ce texte, le but affiché par le pouvoir russe est de remettre l'Ukraine sous contrôle de Moscou, de démilitariser le pays, de le rendre géopolitiquement neutre, donc hors de l'OTAN et de l'Union européenne, et de le fédéraliser, pour que Kiev n'ait qu'un pouvoir très relatif sur les différentes régions du pays. En cas d'échec des forces armées russes à contrôler l'ensemble de l'Ukraine, et il est aussi probable que l'armée russe n'ait pas prévu d'aller jusqu'à l'ouest de l'Ukraine, une partition du pays entre un est pro-russe et un ouest qui entrerait dans l'OTAN serait aussi une issue envisagée par les nationalistes russes et sans doute par Poutine lui-même. Si au moment où vous m'entendez, vous vous dites que je fais une chronique anti-russe et pro-Ukraine, je vous arrête tout de suite. Je suis simplement factuel. Et si vous voulez défendre l'action russe, il faudra le faire autrement qu'en vous appuyant sur le droit international ou sur la notion de légitime défense. Vous pouvez tenter un argumentaire géostratégique ou historique, basé sur la sécurité à long terme du pays. Après tout, la Russie n'est pas le seul pays dont les actions ne peuvent se défendre qu'ainsi. Les USA ont violé le droit international en envahissant l'Irak, en ayant pour premier argument de se protéger contre des armes de destruction massive fantasmées. Israël est aussi un État qui est toujours en violation de plusieurs résolutions de l'ONU et qui répond à des menaces sur sa population civile en n'hésitant pas à causer des pertes bien supérieures dans le camp d'en face, par exemple à Gaza. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas défendre dans l'absolu les actions du gouvernement israélien, mais pas sur la base du droit international ni de la légitime défense immédiate et proportionnée. Je ne vais pas aller plus loin dans la discussion géopolitique, et je vais revenir à mon sujet, qui est la politique française. Tous les candidats à la présidentielle, du moins ceux qualifiés à la suite de la course au parrainage, ont condamné l'action de la Russie, y compris Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen, bien qu'ils aient multiplié les déclarations favorables à Poutine pour les deux derniers ou les déclarations anti-OTAN pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise a cependant refusé de voter l'envoi d'armement pour la défense ukrainienne à l'Assemblée nationale et appelé à un règlement diplomatique du conflit, ainsi qu'à la tenue d'une conférence de règlement des différends de frontières en Europe, une revendication qu'il soutenait depuis des années, déjà à l'époque où Georges Kuzmanovic était son conseiller. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont appelé également à l'arrêt des combats et proposé que la France offre sa médiation. Des positions qui n'effaceront pas leur réputation de pro-russe, ni leur erreur de prédiction quant à la survenue de la guerre, une guerre qu'ils niaient jusqu'au dernier moment. A l'inverse, Emmanuel Macron a un avantage sur eux. Certes, ses démarches diplomatiques vis-à-vis de Vladimir Poutine avant-guerre n'ont rien donné. Il a même été ridiculisé par la scène de la table longue, ou par une affiche de son propre camp qui prétendait à la veille de l'assaut qu'il avait fait reculer l'armée de Poutine. Mais Macron n'a pas changé d'angle de vue par rapport au président russe, quand Zemmour et Le Pen doivent bien admettre qu'il était plus agressif qu'ils ne voulaient le croire. Dans les sondages, l'effet de la guerre se fait sentir au bout d'une semaine. Pour l'instant, rien n'affecte Jean-Luc Mélenchon, qui continue sa lente progression vers les 12% et peut-être plus. Son public sait sans doute
que bien que hostile à l'OTAN, le candidat en tête à gauche est peu suspect d'une réelle admiration envers Vladimir Poutine. L'impact de la guerre se voit essentiellement sur la répartition des intentions de vote entre le camp national, autrement dit Zemmour et Marine Le Pen, d'un côté, et le centre, surtout Emmanuel Macron, pas vraiment Valérie Pécresse, de l'autre. Emmanuel Macron, qui stagnait jusque-là, avant-guerre, entre 24 et 26% des intentions de vote, arrive au 3 mars à 27% selon Opinionway, soit un gain de 3 points par rapport au dernier jour avant le conflit, 28% selon l'IFOP, soit plus 3 points aussi, et même 30,5 points selon l'Ipsos, soit 4 points de plus par rapport au premier jour de la guerre. A l'inverse, Éric Zemmour perd jusqu'à 2 points et retombe aux 12% qui marquait son étiage atteint au mois de janvier. Marine Le Pen a connu une évolution un peu plus étrange. Durant les premiers jours du conflit, elle semblait même gagner des points, récupérant ceux perdus par Éric Zemmour. Selon Ipsos, toujours dans le sondage du 3 mars, elle apparaît en régression d'1 point. Pour résumer, on dira que le camp Zemmour-Le Pen Dupont-Aignan, qui était en progression à la mi-février jusque vers les 32 voire 34% des intentions de vote, régresse aujourd'hui vers les 30-31 voire 29% selon l'Ipsos, principalement au profit de Macron. On peut y voir le changement d'opinion d'une partie de l'électorat de droite, intéressé par Zemmour sur les sujets touchant à l'immigration et à l'insécurité, mais qui se détourne de lui sur l'Ukraine et la Russie, soit par dégoût des positions passées du polémiste par rapport à Poutine, soit tout simplement par un mouvement d'unité nationale derrière le président de la République. Certes, ce mouvement ne concerne que quelques pourcents des Français ayant déjà exprimé un choix, mais cela risque de peser à droite en réduisant l'écart entre Zemmour, Le Pen et Pécresse. L'ensemble de ce qu'on appelle les extrêmes est traversé par des fractures que le conflit ukrainien a rendues saignantes. Au sein de la gauche, une partie des influenceurs des réseaux sociaux sont radicalement hostiles à Poutine et son régime, non seulement par aversion idéologique envers le nationalisme, mais aussi par zététisme. La Russie de Poutine étant assimilée, pas tout à fait à tort, à une usine à trolls et des informations, le camp zététicien, qui est politiquement très souvent orienté à gauche, s'est mobilisé contre tout ce qu'il voit comme de la propagande pro-russe. Mais électoralement, comme on l'a vu, cela risque peu de nuire à Jean-Luc Mélenchon, qui bénéficie toujours d'un vote utile à gauche. Yannick Jadot, pro-OTAN et anti-Poutine de toujours, pourrait bénéficier de ce mouvement, mais ses récents progrès dans les sondages peuvent aussi s'expliquer par le retrait de la candidature Taubira. Voyons à droite où deux tendances, souvent convergentes, s'illustrent par leur soutien à l'Ukraine. Celle des libéraux, qui rejettent l'autoritarisme de Poutine et défendent la mondialisation que le président russe veut scinder en deux, une occidentale et une eurasiatique comme on l'a vu. Il y a aussi les identitaires, qui se sentent une solidarité avec les nationalistes ukrainiens. Électoralement, c'est probablement dans l'électorat libéral, celui d'une droite classique, peu identitaire, peu ethniciste, mais inquiète de l'immigration et de ses conséquences sur la sécurité, l'économie ou la laïcité, que la perte des points de Zemmour se fait au profit de Macron. Les électeurs identitaires purs, qui voulaient voter Zemmour par opposition au changement de population induit par l'immigration, sont tiraillés sur la question ukrainienne. L'espoir de Zemmour est qu'il reste 5 semaines avant le premier tour et que l'émotion du conflit peut retomber. Il y a une autre branche de la droite, et aussi un peu présente à gauche, qui connaît une situation difficile en ce moment, et ce sont les souverainistes, autrement dit, les partisans de l'indépendance de la France, non pas sur une base raciale ou ethnique, et pas au sein d'une soi-disant grande Europe blanche dont rêvent les identitaires. Outre les partis tels que les Patriotes de Philippot ou l'UPR d'Asselineau, dont on sait maintenant qu'ils ne participeront pas à la présidentielle, on trouve des souverainistes, aussi parmi les partisans de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, qui font ce choix par vote utile, bien que ces deux candidats ne défendent pas ou plus la sortie de la France hors de l'Union européenne. Il y eut beaucoup de « y aura rien » entre guillemets parmi les souverainistes, autrement dit des gens qui affirmaient que la guerre n'aurait pas lieu et qu'elle n'était qu'un discours de peur animé par le camp atlantiste. S'il y a évidemment une remise en cause à faire, et beaucoup ont admis leur erreur ou leur surprise, comme l'a fait l'économiste Jacques Sapir, il est probable que le camp souverainiste retombera à terme sur ses pieds. En effet, si la croyance au respect du droit international par la Russie est détruite, le camp souverainiste base avant tout son opinion sur une conception géopolitique qui était déjà celle du général de Gaulle. Malgré la différence profonde de régime et de culture politique entre la France et la Russie, les deux pays ont intérêt à se voir non comme des ennemis, mais comme deux facteurs de stabilité au bord opposé de l'Europe. Cette géopolitique ne se base pas sur la morale, mais sur l'idée de la multipolarité des puissances et de la stabilité de leur zone d'influence. Cette géopolitique n'est pas contradictoire avec le droit des nations à l'existence, y compris pour l'Ukraine, mais celle-ci, en raison de sa taille, ne peut pas prétendre être une puissance régionale ni mondiale. Et c'est là une des critiques qui a été adressée aux souverainistes qui ne soutiennent pas l'Ukraine, qui parlent des événements du Maïdan de 2014 comme d'un coup d'État servi par des nazis, et prennent souvent le point de vue russe. Les pro-ukrainiens reprochent aux souverainistes de ne pas être souverainistes quand il s'agit de l'Ukraine. Il y a là un malentendu à disperser.
Le souverainisme français, quand on suit un peu les débats qui l'animent, n'est pas une posture idéaliste où, pour qu'une nation existe et soit souveraine, il lui suffirait de proclamer son indépendance, d'avoir son siège à l'ONU, ainsi que son drapeau et ses ambassades. Des États fantoches, comme la Micronésie, de fait vassale des USA, sont dans cette situation de reconnaissance internationale, alors qu'un pays fonctionnant de fait comme un État, tel que Taïwan, n'y est pas vraiment. La souveraineté est une question plus profonde, qui suppose qu'un État dispose de ses attributs de souveraineté, comme le contrôle de sa monnaie ou de ses frontières, mais aussi des moyens d'être indépendant. L'indépendance ne signifie pas l'autarcie, mais le fait de pouvoir faire fonctionner sa société, son économie et sa défense militaire, sans être totalement dépendant d'un ou quelques autres pays en particulier. La France, sur le papier, même dans l'Union européenne et l'eurozone, est nominalement un État souverain, mais ce n'est pas pour autant que la situation est satisfaisante pour les souverainistes français. Quant à l'Ukraine, qui, depuis 1992 ou même 2014, n'a pas organisé d'alliance défensive avec ses voisins immédiats et dont l'économie et la démographie sont flageolantes, la présente guerre va être l'occasion de démontrer si elle peut matériellement être souveraine sans aide directe des USA. Il y a un autre domaine sur lequel les souverainistes français vont avoir à se mobiliser, qui est la question de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle n'est pas encore à l'ordre du jour, bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vienne de déposer une demande express d'adhésion. Si l'Ukraine, même amputée d'une partie de son territoire, se retrouvait bientôt dans l'Union européenne, nous aurions un nouveau pays d'Europe orientale, nettement plus pauvre encore que la Pologne ou la Roumanie, à qui les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord devraient fournir des subventions. Les pays de l'Union européenne devraient également réduire chacun leur poids au sein du Parlement européen, mais aussi dans les votes à la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne, l'ancien Conseil des ministres. Concrètement, pour la France, l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est plus de coûts et moins de poids politique, ainsi qu'un débat interdit au nom d'une solidarité supposée indiscutable avec l'État ukrainien. En somme, si le souverainisme français est traditionnellement vu comme pro-russe, ce n'est pas sans raison géopolitique. L'opinion des Français envers la Russie est traditionnellement positive, et les réactions heureusement outrées à l'encontre des quelques tentatives de chasse aux sorcières contre des citoyens russes en Europe depuis le début du conflit le montrent. Mais pour les Français, la Russie a une dimension que peu d'autres pays ont. Je passe sur l'idée, répandue chez une partie de la droite conservatrice, selon laquelle la Russie représenterait un renouveau de la foi et des valeurs morales héritées du christianisme orthodoxe en l'occurrence. Plusieurs études statistiques montrent que la Russie reste, après la fin de l'URSS, dans la moitié des pays les moins religieux du monde et que l'héritage de la période soviétique et de la modernité en général sur la spiritualité sont loin d'avoir disparu. Je passe aussi sur l'idée que la France aurait historiquement toujours perdu à être opposée à la Russie et gagné à être de son côté. Au XVIIIe siècle, la France a perdu une guerre cruciale en ayant la Russie pour allié. Je parle de la guerre de 7 ans. Et la France a affronté la Russie durant la guerre de Crimée au XIXe siècle sans rien y gagner ni y perdre de significatif, en dehors de la mort d'une centaine de milliers de Français au combat. À gauche comme à droite, la Russie représente toujours pour les Européens de l'Ouest l'idée qu'il n'existe pas qu'un seul modèle en Europe et dans le monde de culture européenne en général, quoi qu'on pense du modèle présenté par la Russie. Il est compréhensible que ce contre-modèle russe irrite beaucoup plus qu'il ne fascine dans le monde anglo-saxon par comparaison à la France, et ce pour une raison assez simple. Les anglo-saxons ont gagné les 2 guerres mondiales ainsi que la guerre froide. La France a gagné la Première Guerre mondiale, elle a perdu le début de la Seconde, puis l'a gagnée en ressortant divisée et affaiblie. Et la résolution de la guerre froide, avec l'unité allemande et la dislocation de l'URSS, ont encore réduit l'influence française en Europe. Une Russie forte oblige les Européens à solliciter l'aide de la France pour constituer leur défense ou pour arbitrer des différends avec la Russie. Une Russie minée et faible fait de la France un bout d'Europe parmi d'autres. La France comme la Russie sont 2 pays insatisfaits du déroulement du XXe siècle, y compris de sa fin. Pour la France, la Russie est une altérité nécessaire. Le rappel que l'ordre anglo-saxon, si douillet soit-il en apparence, n'est pas universel ni éternel. À l'intérieur de la société française, il n'est pas étonnant que l'antirussisme soit le plus fort parmi ceux qui sont les plus satisfaits du modèle social où ils évoluent. Ceux-là n'ont pas besoin d'un programme politique, juste d'un prestataire qui, à défaut d'être un diplomate efficace, maintient le système en place. Et pour ces Français-là, ce prestataire est Emmanuel Macron. Pour tous les autres Français, à gauche comme à droite, ceux qui sont insatisfaits de la société telle qu'elle va, il sera difficile de les convaincre que l'adversaire politique serait en Russie plutôt qu'à l'Élysée.